On refait les essais, on s'intéresse à celui qu'on appelle le boss, paraît-il, chez BMW. J'ai nommé le X5, que connaissent parfaitement nos experts. Stanislas Laroumet, bonsoir. Bonsoir. Automoto, Mélina Priya, Motojournal, bonsoir. Bonsoir. Pierre de Villeneuve, Europe 1. Bonsoir. Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles. Bonsoir. Et Jean-Michel Normand, Le Monde. Bonsoir, Bonsoir. Jean-Michel. Jean-Christophe, c'est la 4e génération d'une véritable icône. Hein. Oui, ça a été un des précurseurs du segment des SUV qui, à l'époque, s'appelait SAV ou SAC, je ne sais plus. Enfin bon, l'appellation un peu absconce. Plus grand, plus gros, plus lourd, plus confortable, plus puissant, plus agile et plus cher. Alors, bon, à force de grossir, on se demande où ça va se vendre. Ce X5, de toute façon, en France, se vend à 1500 exemplaires, donc c'est pas énorme. C'est effectivement le boss, c'est l'icône. Il y a derrière un X7 qui arrive. Donc, moi, je dirais, ok, très bien, c'est parfait. C'est pas fait pour moi. Ça marche très bien. Ça va aussi vite sur les mêmes routes que le C5 Aircross. Ça va même plus vite, ça passe mieux partout, mais so what. Avec des prix stratosphériques. Oui, des prix stratosphériques. Alors un 30D X-Drive 3 litres diesel de 265 chevaux, c'est 72 400 €. D'accord. C'est des voitures de moins en moins européennes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment on voit l'évolution du centre de gravité du marché mondial qui est toujours sur les États-Unis et qui va de plus en plus sur la Chine. Je ne sais pas si ça marchera très longtemps parce que le marché chinois n'est pas très en forme, absolument. C'est une voiture qui du toujours plus et je pense qu'on est un peu en train de tourner cette page-là. Donc, je pense qu'elle est par rapport à la réalité de l'automobile, en tout cas européenne, c'est une voiture que je trouve légèrement décalée quand même. Mais est-ce qu'au volant, on voit un vrai plus par rapport à l'ancienne génération ? C'est que la 4e, hein ? Si, quand même, parce que c'est une nouvelle plateforme, et j'en termine là, la plateforme D série 5, série 7, qui est allégée. Il y a une suspension pneumatique et 4 roues directrices en option, je précise, sauf dans la finition haute, qui permet une réelle agilité. J'ai plutôt, moi, été séduit par l'agrément de conduite, par cette voiture qui réellement est plus, plus sûre sur la route. Malgré ces 2 tonnes 5, enfin bon. Donc, non, il y a un saut générationnel, mais ça ne nous concerne pas. Alors, ce qui est curieux, c'est que moi, je suis allé essayer aux États-Unis et les Allemands faisant très très bien les choses en organisation du voyage, ils nous ont fait faire du tout-terrain. Alors, le tout-terrain, je leur ai demandé, mais quel est le pourcentage de vos clients qui font du tout-terrain avec un X5 ? Ils disent, pas beaucoup. Donc ça doit être 1%, mais ils sont contents de savoir qu'ils peuvent éventuellement le faire. Oui, c'est ça. Donc, c'est du vrai marketing. Parce qu'il y a un pack off-road. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il devient plus tout-terrain que l'ancien. Alors qu'on a tendance à faire de moins en moins de tout-terrain, de chemin. Il y a de plus en plus de routes goudronnées dans le monde entier. Comme le Range Rover. Pour faire comme le Range Rover. C'est du storytelling. Bien sûr. La C5 Aircross, on a fait aussi du tout-terrain avec. Enfin, du tout-chemin. C'est-à-dire, c'est une façon... Oui, mais là, c'est même pas un 4x4. Mais c'est une façon de raconter une histoire qu'on n'est pas d'ailleurs capable vraiment d'illustrer, alors qu'une voiture comme ça, pourquoi est-ce qu'on est content d'avoir un 4 roues motrices, c'est quand il y a de la neige, quand on va au sport d'hiver ou quand on se retrouve sur une chaussée verglacée. En montagne, en Europe, petit bémol, SUV, 4 roues motrices ou tout ce que tu veux, quand tu as de la neige, de toute façon, ça ne remplacera jamais des pneus hiver, qui j'espère deviendront obligatoires un jour parce que ça éviterait une autre pagaie, mais c'est un autre sujet. Vous parlez des marchés du X5, il est évident que ce X5 est moins destiné à l'Europe, mais plus évidemment aux États-Unis, où il est fabriqué d'ailleurs, comme tous les SUV de la gamme, sauf les petits X1 et X2. Mais ça reste, je suis désolé, ok, c'est cher, c'est gros, c'est lourd, mais c'est super. C'est une super voiture à voyager. Je comprends qu'il y ait des chefs d'entreprise en France qui achètent ça en se disant, au moins, j'ai de la place, c'est confortable, j'ai une super sono, et ça marche vachement bien. C'est quand même une super bagnole. 90% des ventes sont en entreprise, chez les chefs et dirigeants de PME. Ça ne m'étonne pas. Et le reste, c'est pas grand-chose. Et il y a l'hybride qui arrive, avec un 6 cylindres. Il ne faut pas jeter la pierre non plus. C'est-à-dire que la marge sur une voiture comme ça est bien meilleure que sur un X1. Donc il n'y a pas de raison de se priver quand on sait faire. C'est pour ça qu'on grossit, c'est pour ça qu'on est de plus en plus lourd, de plus en plus cher, de plus en plus tout. Non, c'est pas plus lourd.
Non, c'est plus léger. Ah oui, c'est plus léger. C'est plus cher. Oui, c'est ça qui est intéressant. Il y a des progrès. Et l'hybride qui arrive, effectivement, peut apporter des réponses à une clientèle qui ne regarde pas son porte-monnaie et qui veut continuer à rouler en ville. Parce qu'on a essayé un 30D, j'ai essayé aussi un 40D. C'est ahurissant, quoi. Ça ne sert à rien. Et en même temps, c'est génial, quoi. Il ne faut pas oublier que, pardon, mais depuis que je vous entends, là, depuis le début de l'émission, BMW est un constructeur premium. Donc oui, ce sont des voitures chères, oui, ce sont des voitures extrêmement puissantes. Moi, pardon Jean-Christophe, j'ai essayé un 50D. Alors, on est encore dans le là, on est dans le délire le plus total. J'ai essayé une version 400 chevaux, 500 chevaux. Je sais même plus. 400 chevaux. Turbo diesel. Avec un tri-turbo, je crois. 4 maintenant, c'est ça, parce qu'on était resté à 3 sur l'ancienne version. C'est une voiture effectivement stratosphérique, mais tant mieux, j'allais dire. Tant mieux. Mais pourquoi pas tant mieux? Pas tant mieux, parce que un X5 est un gros X3, le X3 est en lui-même un gros X1, c'est-à-dire qu'il y a une totale absence d'imagination et de créativité. Si vous avez envie plus gros, si vous voulez un appartement de 50 mètres carrés, 200 mètres carrés, de 200 mètres carrés, de 300 mètres carrés, l'homme qui roule en BMW X5, peut-être qu'il habite un appartement où vous et moi, avec nos familles, pourrions loger, et encore avec les cousins. C'est pas du tout le problème. Mais quand on a les moyens de BMW et quand on a les moyens d'avoir une gamme aussi large, on essaye d'élargir justement un petit peu l'équation. Là, mais il y a des berlines, il y a des SUV qui sont des SUV coupés, il y a des voitures décapotables, il y a des versions M, il y a tout ce que vous voulez chez BMW, mais ça reste premium. Et je ne comprends pas, Jean-Michel, je ne comprends pas comment vous pouvez comparer avec le C5 Aircross en disant, en substance, le C5 Aircross, c'est tout à fait bien, ça suffit pour ce qu'on fait. Je ne vais pas comparer avec le C5 Aircross. Mais non, mais vous dites que ça, il est tout à fait bien, on peut tout à fait, sur les mêmes routes, on peut le conduire, etc. C'est fine, mais c'est comme si vous disiez à quelqu'un qui habite 500 mètres carrés, mais pourquoi est-ce que vous n'habitez pas 100 mètres carrés, ça suffit largement. Moi, je ne comprends pas cet argument. Et je considère qu'il y a y compris pour le design, c'est quand même, chez BMW, et c'est le cas aussi ailleurs, un design qui est frappé d'alignement. Vous avez la même chose partout. C'est-à-dire que très bien. Chez Audi, vous avez la même chose. Mais oui, justement, et c'est un problème. Et je trouve que là, il y a quand même un manque de créativité. Citroën, vous avez la même chose. Une C3 Aircross et une C5 Aircross. Hélas, les généralistes commencent à faire la même chose. Et je dis qu'aujourd'hui, me semble-t-il, on a globalement dans l'industrie automobile un problème de design. On fait du design défensif, Punto et basta. Mais le X5 est l'expression la plus emblématique de cette dérive. Alors moi, je voulais rajouter juste une petite chose, et c'est encore mes considérations, ce sont encore mes considérations de père de famille. Il y a à l'arrière une banquette qui n'est pas une banquette 3 places, mais elle est plate. Donc, on peut se débrouiller pour que chacun trouve sa place. Et il est gros, il est cher, mais il existe en version 7 places. C'est, je dirais, pour les familles, l'argument de dire d'avoir une grosse voiture, mais... Les familles qui habitent Neuilly, Auteuil-Passy. On est d'accord. Mais c'est assumé. Le mot de la fin, petite chose intéressante, les 50 derniers mètres sont toujours enregistrés sur le pilotage automatique. C'est-à-dire que vous arrivez quelque part, et puis finalement vous êtes dans un parking, et ça va plus, vous n'arrivez pas à en sortir parce que c'est gros, machin. Hop, vous mettez en route la fonction et ça recule exactement comme il faut sur les 50 derniers mètres enregistrés. C'est-à-dire que vous n'avez même pas à vous soucier de savoir si vous étiez là ou là. Il y a en mémoire les 50 derniers mètres parcourus, y compris à un carrefour ou quoi que ce soit, donc vous vous désengagez. C'était le X5, en attendant le X7, plus gros, plus lourd, pas plus lourd, plus léger. Merci.